Un duel de secrets, 2 manuscrits, une vérité mortelle. Bienvenue chez Détective Eternos, je suis votre hôte, Louis. Cette communauté ne cesse de grandir. Dites-moi d'où vous nous suivez aujourd'hui. Vos voix rendent ces mystères inoubliables. Commençons. La soirée d'été était de ces soirées typiquement anglaises, suffisamment chaude pour maintenir les fenêtres ouvertes, suffisamment fraîche pour que le parfum des roses se mêle aisément à la légère odeur de fumée de bois des cheminées qui n'avaient pas encore complètement abandonné leur utilité à la saison. À St. Mary Mead, le jardin du presbytère était illuminé par des lanternes suspendues aux pommiers, leurs abat-jours en verre d'un bleu pâle et d'une douce teinte ambrée. Des chaises et des tables avaient été disposées. Un pupitre improvisé avait été installé sous le grand châtaignier, et les villageois étaient venus nombreux au rassemblement de la société littéraire. À première vue, il s'agissait de ce divertissement communautaire sain qui caractérisait la vie de village. Des gâteaux éponges faits maison disposés sur des assiettes en porcelaine, des verres de limonade tintant faiblement et des commentaires acerbes de Madame Price Ridley sur la haie du vicaire. Pourtant, sous cette apparence distinguée, comme Miss Marple le savait si bien, des courants de fierté et de rivalité tourbillonnaient aussi invisiblement que les moucherons planant dans les derniers rayons de soleil. La source de l'excitation de ce soir-là n'étaient ni les gâteaux ni les ragots, mais 2 visiteurs, auteurs de renom, invités par Madame Bantry pour rehausser le prestige de la société. L'un d'eux était M. Leonard Whittaker, grand, anguleux, aux cheveux gris fer et aux manières d'un colonel à la retraite, même si son champ de bataille avait toujours été la page. Ses romans de romance pastorale avaient longtemps été admirés par un certain type de lecteur qui préférait les sentiments nobles à la réalité crue. Il se tenait avec raideur, chaque mot prononcé comme un ordre. L'autre, en revanche, était M. Basil Arkwright, au visage rond et au teint rougeaud, un homme qui riait facilement et fréquemment, même si ses yeux brillaient d'une malice qui dérangeait plus qu'elle ne charmait. Sa spécialité était les romans policiers modernes, des intrigues pleines de rebondissements, des méchants dissimulés derrière des masques respectables, des fins qui se moquaient souvent sournoisement de la vanité humaine. Il était clair, avant même qu'ils aient lu leurs manuscrits respectifs, qu'aucun des 2 hommes ne tenait l'autre en haute estime. Les lèvres de Léonard se pinçaient chaque fois que Basil parlait. La jovialité de Basil s'exagère à chaque fois que le nom de Léonard est mentionné. Madame Bantry, savourant l'attention, les présenta comme si elle présentait des chevaliers en duel lors d'un tournoi. 2 esprits, chacun brillant à sa manière, maniant la plume avec autant d'adresse qu'un épéiste maniait autrefois l'acier. Le public a ri avec appréciation. Leonard Whittaker lut d'abord un passage de son prochain ouvrage, A Summer's Virtue. Sa voix était grave, posée, pleine d'assurance, tandis qu'il décrivait une jeune femme contemplant les champs au crépuscule, tiraillée entre amour et devoir. Les mots étaient de soignés, le rythme majestueux, mais pour plus d'un auditeur, l'effet était soporifique. Miss Marple elle-même joignit les mains avec élégance, remarquant le murmure des bâillements réprimés au dernier rang. Puis Basil Arkwright monta sur scène, s'éclaircissant la gorge avec une fougue théâtrale. Son extrait était tiré d'un roman policier intitulé « Meurtre parmi les lauriers ». La scène d'ouverture décrivait une garden party littéraire assez semblable à celle à laquelle ils assistaient. Dans le récit de Basil, un romancier pompeux, maigre et sans humour, sermonne ses pairs jusqu'à ce que, soudain, il s'écroule, mort, un verre de Bordeaux empoisonné à la main. Le public éclata de rire au regard appuyé de Basil vers Léonard, dont l'expression se figea en un masque de dignité offensée. Les yeux bleu pâle de Miss Marple pétillèrent, tandis qu'elle se penchait vers Madame Bantry.
On dirait un combat d'escrime, non? Chaque coup répondait par une parade. Madame Bantry gloussa. Si seulement ils avaient des feuilles au lieu de manuscrits, Jane. Même si j'ose dire que l'un blesserait l'autre plus profondément avec des mots qu'avec de l'acier. Les lectures se terminèrent, suivies d'applaudissements polis, et les villageois se dispersaient vers les tables de rafraîchissement. Un courant de rivalité persistait dans l'air, tel un grésillement avant la tempête. Miss Marple, se servant une modeste part de gâteau aux graines, observa attentivement Léonard s'incliner avec raideur devant Basil, murmurant quelque chose d'inaudible. Basil, avec une joie exagérée, tapota l'épaule de son rival et lui adressa un signe de la main si chaleureux qu'il frisait la moquerie. Autour d'eux, les langues se délient librement. Madame Calthorpe chuchotait avec Madame Price Ridley, la jeune Sylvia Trent ricanait derrière sa main, et même le vicaire feignait de ne pas remarquer les piques déguisées en compliments. À 10 heures, le rassemblement s'éclaircit. Les lampes étaient éteintes, les chaises empilées, et un à un, les villageois rentrèrent chez eux par les ruelles tranquilles. Miss Marple s'attardait près du portail, son sac à tricot sous le bras, le regard absent sur les ombres qui s'allongeaient sur l'herbe. Elle remarqua des détails, comme la voiture de Léonard qui démarrait dans un crissement de pneus plus aigu qu'il ne semblait nécessaire. Basil s'arrêta pour allumer sa pipe au bout de l'allée, une liasse de papier fermement coincée sous le bras. Madame Calthorpe s'éloigna précipitamment, les lèvres pincées, comme pour réprimer une remarque trop dangereuse à exprimer. La nuit se fait plus douce. Puis, dans le bosquet près de la haie, un léger bruissement parvint, comme un pas furtif ou le frottement d'un tissu sur les feuilles. Miss Marple tourna la tête, les yeux plissés, mais ne vit rien d'autre que le portail du jardin qui oscillait doucement sur ses gonds. Elle prit note, glissa son mouchoir dans son sac et rentra chez elle. Le lendemain matin, la routine tranquille de Sainte. Mary Mead fut bouleversée. La nouvelle se répandit rapidement que Basil Arkwright n'était pas rentré à son logement. Sa logeuse, Madame Perdrix, une femme corpulente et pragmatique, le tablier encore couvert de farine, raconta qu'il était sorti faire une petite promenade après la réunion. Il portait son manuscrit sous le bras, prétextant une promenade dans la fraîcheur du soir. Il n'est jamais revenu. En milieu de matinée, les théories bourdonnaient comme des frelons dans chaque cuisine et chaque salon. Madame Price Ridley déclara qu'il était probablement parti à Londres sans un mot, étant d'un genre peu fiable. Madame Calthorpe laissa entendre que Léonard Whittaker avait paru furieux face aux insinuations contenues dans la lecture de Basil. La jeune Sylvia chuchota au sujet de pas mystérieux entendus près de la ruelle, tandis que l'épicier jura que quelqu'un était passé devant sa boutique tard dans la nuit avec une lanterne. La police fut appelée à contre-cœur. Le sergent Fletcher, un homme solide, plus attaché à l'ordre qu'à l'imagination, organisa une recherche. Des hommes arpentèrent les champs et les chemins, appelant Basil par son nom, mais aucun n'attendait de réponse. Ce fut Miss Marple qui découvrit le premier véritable indice. En parcourant le jardin du presbytère, soi-disant pour cueillir des boutures pour sa jardinière, elle remarqua une faible lueur de papier à moitié dissimulée sous la haie de rosiers. Se baissant, elle en sortit une feuille froissée, dactylographiée, à l'encre maculée et aux bords déchirés. La phrase visible au-delà du pli était lue avec une grande netteté. On ne peut pas écrire la vérité sans en payer le prix. Miss Marple l'observa avec un léger intérêt, le glissant dans son panier sous les boutures de géranium. Son expression était sereine, voire distraite, comme si elle ne pensait qu'à ses plantes, mais intérieurement, elle notait chaque détail. Ce soir-là, lorsque l'équipe de recherche revint, le visage sombre, les murmures se muèrent en certitude. Basil Arkwright avait été retrouvé à l'orée du bois, étendu dans les hautes herbes, sa pipe brisée à côté de lui. Il n'y avait aucune trace du manuscrit
qu'il avait si jalousement gardée. Le village se tut, le poids de la tragédie pesant comme l'air crépusculaire. Seule Miss Marple, assise tranquillement, son tricot sur les genoux, s'autorisa un léger soupir. Elle avait depuis longtemps observé que, lorsque les hommes s'exprimaient, avec des mots, la compétition ne s'arrêtait parfois pas au pupitre. L'affaire des manuscrits en duel, semblait-il, ne faisait que commencer. Le lendemain de la découverte du corps de Basil Arkwright, les murmures fusaient à St. Mary Mead. Dans un tel village, la tragédie ne restait pas contenue. Elle se répandait dans les cuisines, les salons et les comptoirs des boutiques, s'immisçant dans les conversations. À 9 heures, Madame Hartnell avait déjà déclaré à son épicier qu'elle savait que quelque chose de terrible allait résulter de cette absurdité littéraire. À 10h30, Madame Price Ridley avait assurément informé son domestique que Leonard Whittaker serait sûrement arrêté avant la fin de la semaine. À l'auberge du Sanglier Bleu, un petit groupe de villageois s'était réuni autour d'un thé en milieu de matinée. Miss Marple, entrée avec son tricot sous le bras, se retrouva assise à côté de Madame Bantry. Les tasses tintaient et les voix se chevauchaient dans un concert de spéculations. « C'est la rivalité, croyez-moi », dit Madame Calthorpe en s'essuyant les lèvres avec un mouchoir bordé de dentelle. On le voyait bien. Le visage de Leonard Whittaker était écarlate lorsque M. Arkwright lut ce passage épouvantable. C'était un défi, une insulte même. On s'est déjà battu en duel pour moins cher. Les duels, ma chère, renifla Madame Price Ridley, appartiennent au roman, pas à St. Mary Mead. Non, non, je soupçonne quelque chose de tout à fait différent. Cet Arkwright avait toujours une lueur malicieuse dans le regard. La malice mène au pire. Je ne serais pas surprise qu'il se mette à semer le trouble et s'y retrouve mêlé. La conversation s'enfle comme une marée, chaque villageois avide de théories. Certains jurent que Basil avait été la cible d'un vol, même s'ils ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un volerait un manuscrit. D'autres insistaient sur le fait que l'orgueil de Léonard avait finalement cédé. Les théories fleurissent aussi facilement que les roses du jardin du vicaire. Miss Marple, comme à son habitude, tricotait placidement, les yeux baissés, l'oreille attentive. Elle remarquait l'empressement avec lequel certains noms étaient prononcés, le plaisir de chaque rumeur et la légère amertume dans le ton de ceux qui s'étaient sentis offensés par Basil durant son court séjour. Elle-même avait un jour fait remarquer à son neveu que les villageois s'emparaient souvent d'un scandale, un peu comme des poules se jetant sur une tache de sang. Au milieu des bavardages, Madame Bantry se pencha vers elle. « Jane, tu les as entendus hier soir. Ce n'était pas une dispute publique. Leonard Whittaker aurait très bien pu suivre Basil chez lui. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. « Oui, ma chère, c'était possible. Et pourtant, la vie nous apprend que ce que les gens proclament le plus haut et fort n'est souvent pas la bonne chose à dire. Très rarement, en fait, leur échange silencieux fut interrompu par l'arrivée du sergent Fletcher. Il entra dans le salon de thé d'un air sévère, ôtant poliment son chapeau. Le silence se fit instantanément. « Mesdames, messieurs, » commença Fletcher, « je vous demande d'éviter les spéculations futiles. La mort de M. Arkwright fait l'objet d'une enquête. Tant que nous n'avons pas de faits, les ragots ne servent à rien. » Il y eut un murmure d'assentiment, rapidement suivi de regards obliques. Miss Marple leva les yeux sereinement. « Bien sûr, sergent. Mais parfois, vous savez, les ragots contiennent des parcelles de vérité, comme ces tasses à thé fêlées qu'on garde dans un placard, défectueuses, mais qui peuvent encore contenir quelque chose. » Fletcher, peu habitué à discuter avec des dames âgées qui semblaient à la fois inoffensives et inflexibles, se racla simplement la gorge et poursuivit son chemin. Pourtant, en le voyant passer, Miss Marple crut déceler une légère inquiétude sur son front. Une fois le rassemblement dispersé, Miss Marple rentre lentement chez elle le long du chemin, s'arrêtant pour saluer les villageois. «
C'est alors qu'elle croisa Léonard Whittaker en personne, qui se dirigeait vers le bureau de poste d'un pas décidé. Son visage était pâle, son col froissé, et son regard exprimait la lassitude et le défi d'un homme déjà condamné par la rumeur. « Bonjour, monsieur Whittaker, » dit agréablement Miss Marple en s'arrêtant près de son portail. Il s'arrêta, se raidit et inclina la tête. « Bonjour, Miss Marple. J'espère que vous allez bien, aussi bien qu'on puisse l'être dans de si tristes circonstances. Quelle horreur pour le pauvre monsieur Arkwright. » La mâchoire de Léonard se crispa. C'est vraiment épouvantable, même si j'ose dire que tout le monde ne le trouve pas si choquant. Il avait le don de se faire des ennemis avec ses mots. Des mots dangereux, Miss Marple. Voyez-vous, une plume peut blesser aussi profondément qu'un couteau. Il y eut une lueur dans son expression, qui disparut presque aussitôt. Miss Marple afficha son doux sourire entendu. « Oui, en effet. Et parfois, j'ai remarqué que les coupures les plus nettes sont faites sans même que celui qui les manie ne se rende compte de la blessure qu'elles ont infligée. » Léonard marmonna poliment et s'éloigna. Miss Marple le regarda partir, son sac à tricot calé sous le bras, le regard pensif. De retour chez elle, elle s'assit dans son salon, la page découverte sous la haie de rosiers toujours rangée parmi ses coupures. Elle la sortit, lissant les plis. Les mots la fixèrent à nouveau. On ne peut pas écrire la vérité sans en payer le prix. Ses aiguilles claquèrent à nouveau, tandis qu'elle réfléchit à cette phrase. D'après son expérience, de telles lignes étaient rarement fortuites, et si Basil Arkwright avait écrit la vérité sans phare et dangereuse, alors l'enjeu était peut-être plus vaste qu'une simple rivalité littéraire. Ce serait, soir-là, alors que le crépuscule s'installait sur les chaumières et que les lampes commençaient à briller aux fenêtres, une nouvelle vague d'excitation se répandit dans le village. Madame Partridge, la logeuse de Basil, s'était présentée avec une curieuse nouvelle. En entrant dans sa chambre ce matin-là, elle trouva un tiroir ouvert. À l'intérieur se trouvait une lettre à moitié écrite, adressée au nom du destinataire, violemment griffonnée d'une main lourde. Les villageois chuchotaient dans les coins et derrière les rideaux tirés. Miss Marple, seule dans son jardin, posa son tricot et regarda pensivement vers le bois où le corps de Basil avait été retrouvé. « Les gens, murmura-t-elle doucement, se trahissent si souvent dans les plus petits gestes. Une tache d'encre, un coup de plume précipité. Je me demande qui était censé lire cette lettre et pourquoi elle ne l'a pas fait. » Et avec cela, le village glissa dans la nuit, ses cottages tranquilles enveloppés d'ombre, mais sous la surface calme, la suspicion bouillonnait plus fort que n'importe quel bouilloire sur la cuisinière. Le lendemain matin, le ciel était gris et agité, comme si le ciel au-dessus de St. Mary Mead avait pris l'humeur de ses habitants. Une fine brume s'accrochait aux haies, et les ruelles étaient humides sous le reflet de la pluie de la nuit. Pourtant, malgré la grisaille du temps, le village lui-même bouillonnait d'une énergie inhabituelle. Il y avait, après tout, un meurtre à évoquer, et rien ne donnait autant de vie au ragot qu'une tragédie proche de chez soi. En milieu de matinée, la rue principale grouillait de spéculations. Chez le marchand de légumes, Madame Price Ridley affirmait que Léonard Whittaker avait lancé des regards meurtriers pendant la lecture de Basil Arkwright. À la poste, Madame Calthorpe murmura avoir vu Léonard quitter le jardin du presbytère plus tard que la plupart des gens, l'air sombre et maussade. Dans le cimetière, M. Thoms, le bedeau, prétendit avoir surpris la veille au soir un bref échange de conversation sur des vérités qui ruineraient des réputations. La conclusion fut unanime. Léonard Whittaker était le suspect évident. Sa rivalité avec Basil avait été publique, son humeur avait été provoquée, et lui seul semblait avoir à la fois un mobile et l'occasion. Le sergent Fletcher, bien comme pragmatique, ne put s'empêcher d'être influencé par la vague croissante de suspicion.
Il convoqua Léonard au poste pour l'interroger, et bientôt tout le village vibra de satisfaction. « Eh bien, c'est réglé !» déclara Madame Price Ridley, qui ne manquait jamais une occasion de se montrer décisive. Ce n'est qu'une question de temps avant que le sergent ne lui passe les menottes. Miss Marple, cependant, ne se laissait pas convaincre si facilement. Elle avait vu trop de cas dans sa vie où la solution évidente n'était qu'un masque commode pour masquer la vérité. Assise dans son salon, ses aiguilles claquant doucement, elle observait les manières rigides et le langage tendu de Léonard Whittaker. Un homme fier, certes, et facilement offensé, mais l'orgueil seul ne pousse pas souvent au meurtre. L'orgueil avait plus tendance à se réfugier dans un silence blessé ou, tout au plus, dans des paroles acerbes. Néanmoins, elle savait qu'il serait imprudent d'écarter complètement la suspicion générale. Le simple fait que tout le monde ait acquiescé si rapidement incitait, à ses yeux, à la prudence. Dans les villages, songea-t-elle, les gens se trompaient souvent le plus lorsqu'ils se croyaient le plus sûrs d'eux-mêmes. Plus tard dans la journée, Mademoiselle Marple rencontra de nouveau Léonard Whittaker. Il se tenait devant le bureau de poste, une lettre à la main, le visage pâle et tiré. Plusieurs villageois flânaient à proximité, l'observant avec une curiosité mal dissimulée. Le regard de Léonard se posa sur eux avec un mélange de mépris et de désespoir avant qu'il ne remarque Miss Marple et n'incline la tête avec raideur. « Bonjour, monsieur Whittaker, » dit-elle d'une voix douce et non menaçante. « Mademoiselle Marple, » répondit-il à voix basse. « Je suppose que vous savez ce que tout le village murmure. J'ai entendu des rumeurs, a-t-elle admis. C'est difficile à éviter. » Il eut un rire amer. « Parlez, c'est un mot trop doux. Ils m'ont déjà jugé et condamné. Parce que j'ai froncé les sourcils devant les plaisanteries enfantines d'un homme, je suis qualifié de meurtrier. » Miss Marple pencha la tête, l'air doux. « On tire souvent des conclusions hâtives, monsieur Whittaker. C'est un défaut courant. Mais vous devez admettre que vous et monsieur Arkwright ne vous êtes pas quittés en bons termes. Non, nous ne l'avons pas fait, concédait-il, la bouche pincée. Mais détester le travail d'un homme, ses manières, ses moqueries grossières, ce n'est pas le tuer. Croyez-moi, Miss Marple, je n'ai rien à voir avec sa mort. » Elle fit un petit signe de tête pensif. « Je vois. Et pourtant, vous comprenez, quand les esprits s'échauffent, on a tendance à ne retenir que la dispute, pas les assurances tranquilles. » La main de Léonard se crispa sur la lettre qu'il tenait. « Je ne vais pas perdre mon temps à protester davantage. Le sergent fera ce qu'il jugera bon. Mais je vous assure que la mort d'Arkwright n'est pas de ma faute. Il y a des choses dans ce village, mademoiselle Marple, que la bonne société feint de ne pas voir. Des choses que l'homme a peut-être découvertes par hasard. » Il s'arrêta brusquement, comme s'il réalisait qu'il en avait trop dit, puis s'inclina brusquement et s'éloigna, laissant Miss Marple avec ses pensées. Ce soir-là, dans le salon de Madame Bantry, on discutait des dernières nouvelles autour d'un thé et d'un gâteau aux graines. Madame Bantry elle-même se pencha avec empressement. « Jane, tu as vu Léonard aujourd'hui? Qu'a-t-il dit? Avait-il l'air coupable? » Miss Marple sirota délicatement son thé avant de répondre. « Il avait l'air las, ma chère, et quelque peu effrayé. Mais la peur n'est pas toujours une preuve de culpabilité. J'ai parfois observé que les innocents craignent davantage les ragots que les coupables de justice. » Un murmure s'éleva parmi les dames présentes. Madame Price Ridley renifla. « Absurde! Cet homme est coupable. Son arrogance a causé sa perte. » Miss Marple s'autorisa un petit sourire. « Peut-être. Et pourtant, l'arrogance est bien plus encline à écrire des lettres aux Times qu'à laisser des corps dans les bois. » Sa remarque a été accueillie par des rires, même si sous-jacente se cachait un certain malaise. Cette nuit-là, alors que les lampes s'éteignaient et que le village s'installait dans un silence pesant, une nouvelle vague de tension parcourut St. Mary Mead. Madame Partridge, la propriétaire, s'était enfin souvenue d'un souvenir étrange.
lorsque Basil avait quitté la maison ce dernier soir, manuscrit sous le bras. Il avait déclaré vouloir régler cette affaire une fois pour toutes. Il avait même laissé entendre que quelqu'un au village pourrait avoir du mal à dormir une fois la vérité éclatée. Les rumeurs redoublèrent, le doigt accusateur pointant encore plus fermement Léonard. Pourtant, Miss Marple, assise avec son tricot et la page froissée qu'elle avait trouvée, ressentit une intuition familière. Les suspects évidents étaient souvent placés sous notre nez trop facilement, et au cours de ces longues années d'observation, elle avait appris que la véritable histoire ne résidait pas dans les disputes bruyantes, mais dans les secrets cachés derrière des portes closes. Devant sa fenêtre, la cloche de l'église sonnait doucement dans l'air nocturne, et Miss Marple pensa, avec un léger soupir, que l'histoire des manuscrits en duel était loin d'être terminée. Le village de St. Mary Mead s'était installé dans ce rythme tendu qui suit une catastrophe. Les portes s'ouvraient avec une fréquence inhabituelle, les rideaux tremblaient plus souvent que d'habitude, et la tournée matinale des courses devenait le prétexte à de longs échanges de murmures. La rumeur avait pris son essor, s'enrichissant à chaque nouvelle. Léonard Whittaker restait au centre de la tempête, mais même les plus convaincus de sa culpabilité ne parvenaient pas à s'accorder sur la nature de la situation. Certains affirment qu'on avait glissé du poison dans l'eau de vie de Basil. D'autres insistaient sur le fait qu'un violent coup à la tête l'avait terrassé. Les faits, aussi rares fussent-ils, semblaient presque sans importance dans la précipitation du jugement. Miss Marple, comme toujours, traversait le village d'un air serein, même si elle entendait et absorbait chaque mot. Elle tricotait tranquillement sur le perron lorsque le jeune Tommy Calthorpe passa en trombe, les poches pleines de billes et les chaussures couvertes de boue à cause du chemin. Il s'arrêta net en la voyant serrant un petit objet dans sa main comme s'il hésitait à le montrer. « Bonjour, Tommy » dit doucement Miss Marple en abaissant ses aiguilles. « Tu es sorti tôt aujourd'hui, n'est-ce pas ?»« Oui, Miss Marple, » murmurait-il en frottant sa chaussure contre le chemin. Il jeta un coup d'œil à l'objet dans sa paume, puis le remit rapidement dans sa poche. Ses yeux pétillaient d'une curiosité patiente. « Tu as trouvé quelque chose, n'est-ce pas ?» Les garçons sont très doués pour trouver des choses que les adultes négligent. Tommy hésita, puis sortit l'objet, un stylo-plume laqué noir avec une plume en or. Il était d'une qualité supérieure à celle de tout ce qu'un écolier pouvait posséder. Il l'a trouvé à l'orée du bois, a-t-il admis. Près de l'endroit où, disait-on, disait l'écrivain. Miss Marple l'examina attentivement. La plume était légèrement tachée d'encre et le capuchon portait les initiales L.W. « Oh là là !» murmura-t-elle doucement. « Un stylo des plus distingués. Merci de me l'avoir montré, Tommy. Je pense que le sergent Fletcher sera très intéressé. » Tommy avait l'air alarmé. « Tu ne vas pas dire que je l'ai pris, hein? Je l'ai juste ramassé parce qu'il était là. »« Bien sûr que non, mon cher, » lui assura Miss Marple. « Tu as bien fait de me le montrer. Plus tard dans la journée, le stylo fut dûment remis au sergent Fletcher, qui le considéra comme une confirmation des soupçons du village. Le stylo de Whittaker, clair comme le jour, déclaratif, déposé à l'endroit même où le corps d'Arkwright avait été retrouvé. Si ce n'est pas une preuve, je ne sais pas ce que c'est. Les villageois hochèrent la tête d'un air entendu, triomphant de leur conclusion précédente. Pour eux, l'affaire semblait réglée, mais Miss Marple restait pensive. Cet après-midi-là, elle rend visite à Léonard Whittaker en personne. Elle le trouva dans son bureau, une pièce étroite bordée d'étagères de livres soigneusement rangés. L'air sentait légèrement la fumée de pipe et le cirage à la lavande. Léonard était à son bureau, mais lorsque Miss Marple mentionna le stylo, son visage se crispa. « Oui, c'est le mien, » admit-il sèchement, « mais je ne l'ai pas laissé tomber là. Je l'avais avec moi à la réunion et je m'en sers pour prendre des notes. Mais quand je suis rentré hier soir,
il avait disparu. J'ai cru l'avoir égaré. Vous ne pouvez pas imaginer que j'aurais été assez négligent pour le laisser à côté d'un corps. » Miss Marple sourit gentiment, son attitude évoquant davantage celle d'une vieille tante que celle d'un interrogateur. « Insouciant? »« Oh non, monsieur Whittaker, je vous ai toujours trouvé d'une extrême prudence. Ce qui est curieux, n'est-ce pas? » Curieux, en effet, que la plume d'un homme prudent se retrouve dans un endroit pareil. Les mains de Léonard se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil. « Suggérez-vous que quelqu'un l'a planté là? »« Je ne suggère jamais, monsieur Whittaker. Je me contente d'observer. Et j'ai constaté que parfois des objets apparaissent là où on ne les attend pas, comme des jouets d'enfants ou, plus exactement, des stylos égarés. » Il eut un rire amer. « Tout le village me croit coupable. Le plus simple serait peut-être que j'avoue, non pas le crime, mais le péché d'être détesté. » Miss Marple se leva et lissa sa jupe. « L'aversion et la culpabilité sont rarement synonymes, monsieur Whittaker. Il faut veiller à ne pas les confondre. J'ose croire que nous saurons avec le temps quelle main a véritablement placé votre plume là où elle a été trouvée. » De retour chez elle, elle s'assit dans son salon et posa la plume à côté de la page de manuscrit froissé qu'elle avait découverte plus tôt. Ensemble, ils semblaient murmurer une histoire à moitié racontée, une histoire de vérité et de dissimulation. Alors que le crépuscule tombait à nouveau, la cloche de l'auberge sonna, appelant les villageois à dîner. Miss Marple était assise tranquillement avec son tricot, le regard pensif. Le stylo était un indice important, elle en était certaine, mais s'agissait-il d'un signe de culpabilité ou d'une ruse malicieuse, seul l'avenir le dirait. Dehors, la brume s'épaississait le long des haies, et dans plus d'une chaumière, les villageois se penchaient sur leurs tables, persuadés de connaître le coupable. Pourtant, Miss Marple, qui avait passé sa vie à observer la nature humaine se dévoiler dans les plus infimes gestes, soupçonnait que la véritable histoire ne faisait que commencer à se dévoiler. Et tandis qu'elle mettait de côté son tricot pour la nuit, elle pensa, avec un léger soupir, que le curieux indice du stylo-plume pourrait s'avérer bien plus dangereux que quiconque ne l'avait encore imaginé. Le lendemain, un calme étrange régnait à Saint. Mary Mead, un calme trompeur en apparence. Car, sous la surface, le village était en effervescence, tous les esprits et toutes les lèvres occupées par l'affaire du meurtre. Les gens baissaient la voix en passant dans les ruelles, chuchotaient derrière les mains jointes au comptoir des boutiques et penchaient à la tête près de leur tasse de thé. Ce n'était pas du tout le silence, mais un léger bourdonnement, un murmure constant de spéculation qui flottait dans l'air comme une brume. Miss Marple, confortablement assise au bord de la place du village, son tricot sur les genoux, écoutait deux femmes assises sur le banc à côté d'elle parler à voix basse et rapide. Elle n'avait pas remarqué la dame âgée et silencieuse à côté d'elle, un oubli qu'elle trouvait souvent très utile. « Eh bien, à mon avis, dit l'un d'eux, ce n'était pas seulement la dispute avec M. Whittaker. Basil Arkwright avait le don de découvrir des choses privées. » Son compagnon hocha gravement la tête. Oui, il posait toujours des questions. Pas de manière directe, d'ailleurs. Il avait le don de vous faire parler plus que vous ne le vouliez, et une fois la chose dite, qui sait ce qu'il en ferait? Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement, bien que son esprit notât la remarque avec précision. Un homme qui collectionnait les secrets était un homme qui se faisait des ennemis, et d'après son expérience, les ennemis ripostent parfois lorsque leur propre réputation est en jeu. Plus tard, dans l'après-midi, elle rend visite à Madame Partridge, la logeuse de Basil. Madame Partridge était une femme corpulente et pragmatique, mais son regard trahissait une nervosité que ses manières vives ne parvenaient pas à dissimuler. Elle fit entrer Miss Marple dans le petit salon, les rideaux légèrement tirés pour se protéger du soleil, et s'occupa des tasses de thé, comme si sa vie en dépendait. C'était un locataire difficile, vous savez,
avoua Madame Partridge après quelques encouragements. Pas mal propre ni impoli, remarqué, mais agité. Il restait assis tard le soir, à griffonner ou à taper. Et parfois, je l'entendais faire les 100 pas en marmonnant. « Les écrivains sont souvent plutôt intenses, » dit Miss Marple d'un ton doux en remuant son thé. « Oui, mais ce n'était pas seulement l'écriture, il y avait des visiteurs, à des heures indues. Une fois, je l'ai vu faire entrer quelqu'un juste après 22 heures, tout habillé, chapeau baissé. Je n'ai pas vu qui c'était, mais ils sont restés près d'une demi-heure, et quand ils sont partis, M. Arkwright était pâle comme la craie, comme s'il avait eu peur. L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais ses pensées s'éclaircirent. « Et vous n'avez jamais su qui était ce visiteur ?» Madame Partridge secoua la tête. « Non, même si j'ai des soupçons. Il avait une façon d'embêter les gens, de dire des choses qui laissaient entendre qu'il en savait plus qu'il ne le devrait. Je ne serais pas surprise qu'il menace quelqu'un avec ce qu'il avait appris. » En rentrant chez elle, Miss Marple repensa aux paroles de la femme. Des secrets, murmurés dans l'obscurité. Des visiteurs enveloppés d'anonymat. Basil Arkwright n'avait pas seulement diverti les villageois avec son esprit et ses manuscrits, il avait été un collectionneur de confidences, peut-être même un maître chanteur. Et une telle entreprise, elle le savait, finissait souvent mal. Ce soir-là, Miss Marple accepta une invitation au salon de Madame Bantry. Plusieurs personnes du cercle habituel étaient présentes, dont l'épouse du pasteur, Madame Price Ridley, et la jeune Sylvia Trant. L'air était chargé d'une odeur de bois ciré et d'eau de lavande, et comme prévu, la conversation dévia rapidement sur le meurtre. « Il l'a cherché », déclara Madame Price Ridley avec sa hargne habituelle. « Les hommes qui s'immiscent dans la vie des autres sont voués à une fin tragique. » Sylvia Trent, recroquevillée dans un fauteuil près du feu, semblait mal à l'aise. Je ne sais pas s'il était charmant, à sa manière. Il me parlait, parfois en chemin. Il disait admirer mes croquis. Elle hésita, puis ajouta « Il posait des questions étranges, pourtant, sur les gens du village, sur qui se disputait avec qui devait de l'argent, qui se promenait, où la nuit. » Madame Bantry haussa les sourcils. C'était très curieux. On aurait presque dit qu'il rassemblait des éléments pour un roman. « Peut-être, » dit Miss Marple doucement. « Mais parfois, on écrit des romans très proches de la vérité, inconfortablement proches. » Le silence se fit à sa remarque, chaque femme jetant un regard embarrassé à l'autre. Miss Marple laissa le silence s'installer avant de reprendre son tricot. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta devant le portail du presbytère, où les ombres du soir se dessinaient le long des haies. Là, elle rencontra le sergent Fletcher, qui faisait sa ronde, un carnet sous le bras. « Bonsoir, Miss Marple, » dit-il d'un ton las. La plume pointe Whittaker, et le village est sur le point de le voir pendu. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a plus que ça. Trop de petites bizarreries. « Ah !» murmura Miss Marple. « Ce sont souvent les petites bizarreries qui comptent le plus. Un stylo, une page, une conversation surprise. Les gens se révèlent sans s'en rendre compte, sergent. Il faut simplement écouter. » Il la regarda attentivement. « Et vous l'écoutez sans doute. » Elle sourit sereinement. « On ne peut s'empêcher d'entendre des choses, sergent, dans un village. Elles flottent vers vous comme des graines de pissenlit dans le vent. » Ce soir-là, assise dans son salon, la lampe projetant une douce lueur sur son panier à tricot, Miss Marple repensa à tout ce qu'elle avait entendu. Les conversations sur les secrets, le mystérieux visiteur, la confession troublante de Sylvia. Basil Arkwright n'avait pas seulement croisé le fer avec Léonard Whittaker en public, il avait aussi sondé les secrets du village. Et quelqu'un, quelque part, avait craint que ces ombres soient entraînées dans la lumière. Miss Marple posa son tricot, les yeux légèrement plissés. La vérité, sentait-elle, frémissait sous la surface, et les secrets, une fois exhumés, avaient tendance à refuser de rester enfouis.
La découverte du corps de Basil Arkwright avait perturbé St. Mary Mead, mais à la fin de la semaine, le village semblait avoir absorbé le choc et repris son rythme de vie. Les rumeurs continuèrent de prospérer, certes, mais elles portaient une note presque complaisante, la conviction que Leonard Whittaker était bel et bien arrêté et que l'ordre serait bientôt rétabli. Les gens reprirent leurs habitudes avec le goût du scandale, comme si un meurtre n'était qu'un divertissement local parmi d'autres. Mais le calme était rarement permanent à St. Mary Mead. Le samedi soir, alors que les lampadaires s'allument dans les chaumières, une nouvelle perturbation se fit entendre dans le village. Un cri aigu et désespéré rompt le silence. Il provenait du chemin, près du jardin de Madame Bantry, surprenant ceux qui l'entendent. Quelques minutes plus tard, des silhouettes se précipitèrent dans le crépuscule, voix appelant et pas martelant. Miss Marple, qui arrosait ses géraniums, posa sa cruche et se dirigea d'un pas rapide vers son portail. Elle aperçut une petite foule rassemblée près de la haie, les visages pâles à la lueur des lanternes. Au centre de l'agitation se trouvait Sylvia Trant, la nièce du pasteur, les mains tremblantes, serrant son châle. « Ils ont essayé de me tuer !» s'exclama-t-elle, la voix brisée. « Quelque chose est sorti de la haie. Je les ai sentis s'attraper, si je ne m'étais pas écarté. » Le sergent Fletcher se fraya un chemin à travers les spectateurs, le visage sombre. Donnez de l'air à la jeune femme. Il se tourna vers Sylvia. « Que s'est-il passé exactement ? » « Je revenais de chez Madame Bantry, balbutia Sylvia. « J'étais restée plus longtemps que prévu. » Le silence régnait, puis quelque chose bougeait. J'ai d'abord cru à un chien, mais des mains m'ont attrapé à la haie. J'ai crié et me suis libéré. J'ai laissé tomber mon carnet de croquis. Miss Marple s'approcha, l'air calme. « Tu n'es pas blessée, ma chère ?» Sylvia secoua la tête, mais ses yeux étaient écarquillés de terreur, pas seulement effrayés. « Oh, Miss Marple, c'était horrible. J'ai cru qu'il voulait m'entraîner là-dedans. » Le sergent envoya 2 agents fouiller la haie, mais la nuit ne révéla rien. Aucune silhouette rôdeuse, aucune empreinte de pas nette sur le sol humide. Seul le carnet de croquis de Sylvia gisait dans l'herbe, sa couverture déchirée là où il était tombé. La foule bourdonnait de peur et d'indignation. Madame Price Ridley déclara qu'il s'agissait bien de la même personne qui avait assassiné Basil Arkwright. Madame Calthorpe insista sur le fait que Sylvia avait dû découvrir par hasard la cachette du tueur. Les spéculations s'amplifient à chaque témoignage jusqu'à ce que le sergent Fletcher hurle pour réclamer le silence. Pendant ce temps, Miss Marple se pencha pour récupérer le carnet de croquis. Elle en lissa la couverture déchirée et jeta un coup d'œil à la page qui s'était ouverte, où se trouvait un dessin approximatif du jardin du presbytère avec des lanternes suspendues aux pommiers. Elle se souvint que Sylvia avait dessiné le soir de la réunion littéraire, assise un peu à l'écart des autres. « Tu as vu beaucoup de choses, n'est-ce pas, mon enfant ?» dit doucement Miss Marple. Sylvia rougit. « Je ne dessine que ce que je vois. Les gens rient de mes croquis, mais je remarque des choses. Basil disait que j'avais l'œil. »« Oui, » murmura Miss Marple, le regard perçant. « Un œil, vraiment. Parfois, les artistes saisissent plus qu'ils ne le pensent. Cette nuit-là, le village ne s'installa pas facilement. Porte verrouillée, volets tirés, lampes allumées plus longtemps que d'habitude. L'idée d'un tueur tapi dans les haies était plus inquiétante que la simple culpabilité de Leonard Whittaker. Car si Leonardo était vraiment le meurtrier, à quoi bon une nouvelle attaque? De retour dans son salon, Miss Marple plaça le carnet de croquis déchiré à côté de la page de manuscrit froissé et du stylo de Léonard. 3 objets, chacun assez ordinaire pris séparément, mais réunis, ils suggèrent un motif. Elle était assise, son tricot sur les genoux, l'esprit en ébullition. Le lendemain matin, Fletcher vint la voir, l'air crispé. « Le village est dans l'état, mademoiselle Marple. Ils veulent être rassurés,
mais je ne peux pas les leur donner. Si Whittaker a tué Arkwright, pourquoi s'en prendre à Sylvia? Et si ce n'était pas Whittaker? Il s'interrompit en secouant la tête. Miss Marple le regarda avec bienveillance. « Voyez-vous, sergent, l'affaire n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Sylvia a peut-être remarqué quelque chose cette nuit-là, quelque chose qu'elle a enregistré sans vraiment s'en rendre compte. Et si c'est le cas, on pourrait craindre qu'elle en sache trop. » Fletcher fronça les sourcils. « Tu parles de ces croquis? »« Oui. » « Les gens se révèlent, sergent, d'une manière qu'ils ne soupçonnent pas. Un geste, un regard, un instant saisi au vol. Les artistes ont le don de figer ces instants. » Il se frotta le menton. « Alors, je ferais mieux de lui reparler. Si son carnet de croquis contient quelque chose de valeur, en effet, dit doucement Miss Marple. Mais soyez discret. On garde souvent ses secrets avec plus de ferveur lorsqu'on ignore qu'on les a déjà révélés. Cet après-midi-là, alors que les villageois se rassemblent par 2 ou 3 pour répéter l'histoire de Sylvia, le malaise s'intensifia. Il ne suffisait plus de pointer du doigt Léonard Whittaker. La peur avait pris de l'ampleur. N'importe qui, semblait-il, pouvait être capable de violence. Miss Marple était assise près de sa fenêtre, contemplant la rue tranquille. Ses aiguilles cliquaient rythmiquement, mais ses pensées étaient vives et concentrées. Un deuxième crime, ou du moins une tentative, changeait toujours le cours des choses. Cela signifiait le désespoir, la peur d'être découvert. Et quelque part, dans le silence de Sainte Mary Mead, quelqu'un devenait vraiment désespéré. L'attaque ratée contre Sylvia Trant avait bien plus perturbé le village que la découverte du corps de Basil Arkwright. Un meurtre pouvait, dans l'esprit de beaucoup, être relégué sous le prétexte commode de la jalousie ou d'une querelle. Mais un agresseur invisible surgissant du haut des haies, c'était quelque chose que personne ne pouvait ignorer. Les ruelles de St. Mary Mead, autrefois parcourues avec confort, étaient désormais traversées à pas précipités et par-dessus l'épaule. Miss Marple, cependant, semblait plus sereine que jamais. Ce matin-là, elle était assise dans son jardin avec son tricot, s'arrêtant de temps à autre pour couper un fil égaré. Pourtant, sous sa douceur apparente, son esprit travaillait avec constance. Elle avait remarqué un curieux changement d'atmosphère. Auparavant, les villageois se désignaient tous Léonard Whittaker du doigt, et maintenant leurs regards se fixaient, la suspicion s'élargissant. C'est à ce moment-là que Miss Marple commença son interrogatoire délicat. Elle n'entrait pas dans les salons pour poser des questions ni confronter les suspects à des accusations. Au lieu de cela, elle vaquait à ses occupations habituelles, aller prendre le thé chez Madame Bantry, s'arrêter chez l'épicier, échanger quelques mots à la poste, et à chaque conversation, elle laissait une remarque désinvolte, une question apparemment anodine, destinée à observer les réactions. Sa première visite fut chez Madame Partridge, la logeuse. La femme époussetait la cheminée lorsque Miss Marple arriva, les gestes vifs, mais le visage tiré. « Je suppose que vous devez être assez perturbé, » dit gentiment Miss Marple en s'installant dans un fauteuil. « 2 incidents en autant de jours, tous 2 liés à votre locataire. » Madame Partridge pinça les lèvres. « C'est vraiment affligeant, Miss Marple. Je n'ai presque pas fermé l'œil depuis. Je n'arrête pas de me demander, et si j'étais entré dans le passage pendant que ce visiteur était encore là? »« Visiteur ?» demanda Miss Marple d'un ton léger. « Ah oui, vous l'avez mentionné une fois, je crois. Celui qui est venu tard le soir ?» La femme sursauta, puis hocha vivement la tête. « Oui, mais ce n'était rien, j'en suis sûr. » Enfin, Basil parut secoué après, très secoué. Miss Marple lissa sa jupe. « Oui. » Les hommes sont parfois bouleversés par des rencontres qui leur rappellent leur vulnérabilité. Je me souviens d'un jeune homme du village, il y a longtemps, surpris en train de jouer aux cartes avec de l'argent emprunté. Lui aussi resta pâle pendant des jours. Les secrets sont si lourds à porter, vous ne trouvez pas?
Madame Partridge rougit et se détourna, époussetant plus vigoureusement qu'auparavant. Miss Marple remarqua la réaction, puis se leva doucement pour partir, murmurant des remerciements polis. Sa visite suivante fut pour Leonard Whittaker, qu'on n'avait pas vu dans la rue principale depuis 2 jours. Son bureau était sombre, les rideaux à moitié tirés. Il paraissait hagard, les cheveux en bataille, comme s'il avait perdu le sommeil. « On dit, » commença Miss Marple d'une voix douce, « que Sylvia Trant a failli être agressée la nuit dernière. On se demande si c'est lié au pauvre monsieur Arkwright. » Léonard eut un rire rauque. « Un lien? » « Bien sûr. Celui qui a réduit Arkwright au silence est désormais déterminé à faire taire les autres. Sylvia a sans doute vu quelque chose, un geste, un signe. Les artistes voient plus qu'ils ne le devraient. » Les yeux de Miss Marple s'attardèrent sur lui. « Ah oui, je pensais justement, monsieur Whittaker, à la facilité avec laquelle on se trahit dans les plus petites choses. Un geste de la main, une expression au mauvais moment. On se rend rarement compte de ce que les autres remarquent. » Léonard se raidit, ses doigts serrant les accoudoirs de son fauteuil. « Insinuez-vous que je me suis trahi? Les accusations de cette fille suffisent sans vos allusions, Miss Marple. »« Mon cher monsieur, » dit-elle en se levant calmement, « je ne sous-entends rien. Je me contente d'observer. L'observation est une occupation de toute ma vie. On apprend beaucoup, vous savez, en observant les contours des choses plutôt que leur centre. » Elle le laissa pâle et silencieux, son pas doux s'estompant dans la ruelle. Ce soir-là, à l'auberge du Sanglier Bleu, Miss Marple se frayait un chemin discrètement parmi les villageois. Elle s'arrêta à la table de Madame Calthorpe, où les rumeurs sur l'attaque de Sylvia allaient de bon train. « Très inquiétant, » murmura Miss Marple en sirotant son thé. « On se demande qui, au village, se sent si pressé de garder ses affaires secrètes. Peut-être le pauvre monsieur Arkwright a-t-il découvert plus d'un secret. Quel dommage, car les secrets sont comme des fils qui s'échappent. Ils invitent à l'attraction. » Madame Calthorpe faillit renverser sa tasse à cette remarque. Son regard parcourut la pièce avant qu'elle murmurât quelque chose à propos de course et s'éloigna précipitamment. Miss Marple observa sa fuite avec un calme serein. À son retour, la nuit était déjà fraîche et calme. Elle met son tricot de côté et passe en revue ses impressions de la journée, les manières évasives de Madame Partridge, la défensive de Léonard, la panique de Madame Calthorpe. Chaque réaction avait été provoquée par une simple phrase banale, et pourtant chacune lui avait révélé quelque chose d'essentiel. Elle se laissa aller en arrière sur sa chaise, les mains jointes. Elle ne distinguait pas encore le motif dans son ensemble, mais les fils commençaient à apparaître. Quelqu'un à saint. Mary Mead était si effrayée qu'il avait risqué de frapper 2 fois, et la peur, Miss Marple le savait, était souvent la compagne la plus révélatrice de la culpabilité. Alors que l'horloge sonnait 10 heures, elle se leva pour tirer les rideaux. Dans la ruelle, une silhouette passe rapidement, la tête baissée, le col de son manteau relevé. Miss Marple l'observait par l'étroite ouverture, le regard pensif. Elle murmura « Oui, les gens se révèlent, surtout lorsqu'ils croient que personne ne les regarde. » Et sur ce, elle laissa tomber le rideau, le doux tic-tac de l'horloge remplissant la pièce silencieuse, tandis que l'enquête progresse progressivement vers sa prochaine révélation. Le malaise qui s'était emparé de Saint. Mary Mead s'accentue de jour en jour. Les villageois, autrefois si prompts à se pointer du doigt, se regardaient désormais de travers, leur certitude s'effritant sous le poids du doute. Leonard Whittaker restait le suspect favori, mais après l'attentat contre Sylvia Trant, personne ne se sentait totalement rassuré sur cette conclusion. La peur avait élargi le champ des possibles. Miss Marple, quant à elle, se déplaçait avec son calme habituel. On la voyait s'affairer dans son jardin, rendre visite à Madame Bantry et même parcourir les rayons des magasins avec une attention tranquille. Mais partout où elle allait, son regard était perçant, son oreille attentive. Elle avait commencé
avec sa discrétion, à rassembler les villageois, organisant ses pas de manière à ce que les rencontres fortuites deviennent inévitables. Le mardi après-midi, elle invita quelques-uns d'entre eux à prendre le thé. Cela semblait assez innocent. Miss Marple était réputée pour son hospitalité et son gâteau aux graines était très apprécié. Léonard Whittaker, Madame Partridge, Sylvia Trant et Madame Calthorpe se retrouvèrent réunis dans son salon soigné avec la femme du pasteur qui passa également. Le petit espace était chaleureux. Les rideaux de dentelle ondulaient faiblement dans l'air estival. Le tic-tac de l'horloge marquait chaque silence. « J'espère que vous m'excuserez, » dit doucement Miss Marple en servant du thé. « Mais j'ai pensé que ce serait réconfortant pour nous d'être ensemble. Il est si facile, quand des événements désagréables surviennent, de s'imaginer seul avec ses peurs. » Léonard hocha brièvement la tête, les lèvres pincées. Madame Calthorpe s'occupait de ses gants, regardant partout sauf les autres. Sylvia était assise près de la fenêtre, carnet de croquis à la main, son crayon flottant au-dessus de la page. Madame Partridge, ronde et rouge de rage, sirotait son thé comme un médicament. La conversation commença sur un ton guindé, mais Miss Marple la guida par des remarques posées. Elle parla de la réunion littéraire, des lectures qui avaient semblé si animées à l'époque. « C'est étrange, songea-t-elle, comme on peut se remémorer une soirée et en voir les détails différemment une fois le drame passé. De petits détails ressortent des choses qu'on n'aurait peut-être pas remarquées autrement. » Sylvia leva les yeux. « J'ai remarqué beaucoup de choses ce soir-là, dit-elle. Plus que je ne le pensais, peut-être. Basile disait que j'avais l'œil vif, et il avait raison. J'ai relu mes croquis. Les visages des gens, leurs expressions, racontent des histoires. Il y eut un silence. Léonard s'agitait, mal à l'aise, tandis que les doigts de Madame Calthorpe frétillaient à cause de ses gants. Miss Marple sourit sereinement. Les artistes ont le don de saisir la vérité. Ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Parfois, un trait d'encre peut révéler ce que 100 mots ne révèlent pas. Sur ce, Léonard prit la parole sèchement. Alors peut-être que Mademoiselle Trant devrait faire attention à son don. Prétendre qu'un gribouillage puisse résoudre un meurtre est absurde. Sylvia rougit, mais Miss Marple se contenta d'incliner la tête. Absurde, peut-être. Et pourtant, j'ai vu bien des énigmes résolues par ce qui semblait absurde à première vue. Il ne faut pas rejeter les choses trop vite. La conversation se tourna vers Basile lui-même, et Miss Marple l'observa attentivement. Madame Partridge parla de ses allées et venues nocturnes, Madame Calthorpe de ses remarques acerbes lors de la réunion. Léonard marmonna quelque chose à propos de petites mises en scène, tandis que Sylvia insistait sur le fait qu'il avait été gentil à sa manière. Pendant tout ce temps, Miss Marple resta assise, silencieuse, observant les tremblements sous la surface. Lorsque le thé fut enfin terminé et les invités partis, Miss Marple les accompagna jusqu'à la grille. Tandis que Léonard s'inclinait avec raideur et se détournait, elle remarqua que Madame Calthorpe jetait un coup d'œil furtif au carnet de Sylvia, les lèvres pincées. Une expression de peur, vite dissimulée. Ce soir-là, Miss Marple était assise avec son tricot, réfléchissant à la réunion. Chacun avait révélé quelque chose, non pas par des mots, mais par des silences, des regards, par la tension de ses mains. Les secrets, pensa-t-elle, jettent toujours des ombres, et ces ombres commençaient à s'allonger. Le lendemain matin apporte un vent de fraîcheur. Le sergent Fletcher vint lui rendre visite, l'air troublé. « Mademoiselle Marple, on m'a dit que Basile avait l'habitude de prendre des notes sur les gens d'ici, des notes personnelles. Si c'est vrai, cela pourrait expliquer bien des choses. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. « Oui, sergent, les écrivains s'inspirent souvent de la vie, même s'ils en prennent parfois plus qu'ils ne le devraient. Et si M. Arkwright mettait par écrit des choses qu'il valait mieux taire, certains pourraient trouver cela intolérable. » Fletcher fronça les sourcils.
S'il avait eu un tel carnet, nous ne l'aurions pas trouvé, ni parmi ses affaires, ni dans sa chambre. Il a disparu, tout comme son manuscrit. Miss Marple croisa les mains. Ah, alors peut-être que le manuscrit et les notes ne font qu'un, et celui qui les possède maintenant aura à cœur de les garder cachés. Cet après-midi-là, alors que Miss Marple soignait ses rosiers, elle entendit un échange houleux dans la ruelle. La voix de Léonard Whittaker, forte et tendue, et celle de Madame Calthorpe, qui répondait dans un murmure précipité. Ils se séparèrent à l'approche de quelqu'un. Léonard s'éloigna d'un pas furieux, Madame Calthorpe, troublée et pâle. Miss Marple se tenait immobile au milieu de ses roses, ses ciseaux en main. Les ombres s'accumulent, aussi sûrement que les nuages avant un orage d'été. Et elle savait, avec une certitude tranquille, que la tempête elle-même n'était pas loin derrière. La tension a sein. Mary Mead avait atteint un tel point que même les courses les plus ordinaires semblaient chargées de sens. Chez l'épicier, les pièces de monnaie étaient échangées avec des regards acérés. À la poste, les lettres passaient d'un comptoir à l'autre, comme si elles pouvaient dissimuler des accusations. Les villageois, autrefois si satisfaits de leur quotidien, les parcouraient désormais avec une impatience nerveuse. Miss Marple, se promenant avec son panier au bras, remarqua tout cela. Elle l'avait toujours remarqué. Ce qui la frappait le plus, c'était la façon dont les gens essayaient de paraître naturels, sans y parvenir. Madame Calthorpe, par exemple, qui se targuait habituellement de ses manières affables, était soudain maladroite avec ses colis. Léonard Whittaker, qui n'avait jamais été un homme sociable, semblait désormais éviter toute conversation. Même Madame Partridge parlait plus vite, sur la défensive, lorsqu'on lui posait des questions simples. Chacune avait sa petite histoire. Cet après-midi-là, Miss Marple accepta une nouvelle invitation au salon de Madame Bantry. La compagnie était animée, mais le ton sous-jacent était indéniable. Les gens parlaient plus qu'ils ne le voulaient, avides de se convaincre mutuellement de leurs théories, et dans cet empressement, ils se trahirent. « J'ai toujours dit, » annonça Madame Price Ridley, d'une voix si forte qu'elle fit sursauter le canari dans sa cage, que Léonard Whittaker était coupable. Le stylo-plume le prouve, et ces absurdités concernant d'autres suspects ne sont que des absurdités. Inutile de raconter des histoires insensées quand la vérité nous saute aux yeux. La tasse de thé de Madame Calthorpe tintait dans sa soucoupe, et pourtant, Madame Price Ridley, certains d'entre nous pensent qu'il y a peut-être plus que ça. Monsieur Arkwright, eh bien, il n'hésitait pas à semer la zizanie. Il posait des questions sur des sujets qui ne le concernaient pas. Miss Marple se pencha légèrement en avant, l'air doux. « Qu'est-ce qui compte, Madame Calthorpe ?» La femme rougit. « Des choses insignifiantes, bien sûr, des ragots. » Elle reposa vivement sa tasse, comme pour interrompre toute enquête. Madame Bantry, toujours à l'affût du moindre soupçon de scandale, bondit. « Oh, allez, ma chère, on sait tous que Basile était malicieux. Que vous a-t-il demandé ?» Mais Madame Calthorpe fait un geste de la main. « Rien du tout. Je ne dirai plus un mot. » Sa voix tremblait, trahissant la peur qui se cachait derrière son refus. Plus tard, à la fin de la soirée, Miss Marple s'attarda pour parler en privé à Sylvia Trant, inhabituellement silencieuse. Sylvia serrait son carnet de croquis contre sa poitrine, le regard troublé. « Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé dans la ruelle, » avoua Sylvia. « J'avais l'impression que la personne qui m'avait attaqué me connaissait. Ce n'était pas une attaque fortuite, c'était délibéré, comme s'il voulait m'effrayer ou me réduire au silence. » Miss Marple la regarda avec bienveillance. « Tu m'as dit un jour, ma chère, que tu remarquais des choses dans tes croquis, même des choses dont tu ne te rends pas compte sur le moment. Les gens n'aiment pas à toujours être observés, cela les met mal à l'aise.
Les mains de Sylvia se crispèrent sur le carnet. J'ai regardé le dessin que j'avais fait ce soir-là. Il y a quelque chose que je n'avais pas vu au début, mais maintenant, eh bien, je devrais peut-être te le montrer. Miss Marple sourit. Oui, ma chère. Il arrive souvent que ce qui paraît insignifiant se révèle être le plus précieux. Ce soir-là, Miss Marple étudie le croquis apporté par Sylvia. Il était brut, réalisé à la hâte, mais il reflétait parfaitement la scène de la garden party, les lanternes, les chaises, les silhouettes éparpillées. Et dans un coin, à moitié dissimulé par les traits de crayon, se trouvait le petit détail d'un homme penché près de Basil Arkwright, la main crispée sur le manuscrit. Le regard de Miss Marple s'attarda sur le geste. Il était manifestement possessif, voire menaçant. Celui qui avait fait ce geste en avait révélé bien plus que prévu. Le lendemain matin, elle rencontra le sergent Fletcher près du presbytère. Il paraissait las, les sourcils froncés. « Je n'y comprends rien, Miss Marple, » admit-il. « Les faits vont dans le même sens, mais mon instinct me dit le contraire. Et maintenant, avec cette histoire de puits à croquis de la fille, c'est une autre complication. »« Ce n'est pas compliqué, sergent, » dit doucement Miss Marple. « Une précision. Les gens se révèlent souvent par des lapsus ou des gestes qu'ils croient invisibles. Il suffit d'être attentif. » Il l'observa, les yeux plissés. « Et tu l'observais, n'est-ce pas ?» Elle sourit, ses aiguilles claquant doucement dans son panier. « On ne peut pas vivre si longtemps dans un village sans apprendre à observer. C'est un peu comme le jardinage, sergent. Les plus petites mauvaises herbes en disent plus sur le sol que les plus grandes fleurs. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installe sur Saint Mary Mead, une tension nouvelle envahit les chaumières. On murmurait que le croquis de Sylvia avait révélé quelque chose d'important, mais personne ne pouvait dire quoi précisément. Les portes s'étaient fermées un peu plus tôt, les voix s'étaient abaissées. Quelque part dans le village, quelqu'un commençait à désespérer. Miss Marple, seule avec son tricot, observait la ruelle qui s'assombrissait et pensait avec une certitude tranquille que le moment approchait où elle devrait rassembler les fils. Le motif émergeait et avec lui la forme de la vérité. Mais pour l'instant, elle attendait. Et dans le silence de son salon, elle pouvait presque entendre le cœur coupable de Sainte Mary Mead battre plus fort. Le jour de la réunion du presbytère s'annonçait radieux, mais à Sainte Mary Mead, l'air était étrangement lourd. Les gens vaquaient à leurs occupations avec vivacité, mais derrière chaque porte, des voix chuchotaient. Tout le monde savait que Miss Marple avait suggéré une réunion, mais personne ne pouvait vraiment expliquer pourquoi. La vieille dame avait simplement dit qu'il était judicieux de réunir tout le monde, afin que le sergent Fletcher puisse y voir plus clair. Et personne, pas même les villageois les plus obstinés, ne pouvait vraiment résister à l'insistance calme de Miss Marple. En fin d'après-midi, le salon du presbytère était disposé en demi-cercle, les lourds rideaux tirés pour laisser la lumière du soleil se répandre sur la moquette. Madame Bantry avait apporté du thé et des gâteaux, mais peu semblaient désireux de se rafraîchir. L'atmosphère était tendue, pleine d'attente, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Étaient présents Léonard Whittaker, raide et pâle dans un costume sombre, Madame Calthorpe, se tordant les mains comme si elle allait en extraire de l'eau, Madame Partridge, le visage rouge et le regard nerveux, et la jeune Sylvia Tran, serrant son carnet de croquis comme un talisman. Le sergent Fletcher était assis au bureau du vicaire, son carnet prêt, bien qu'il jette plus de regards à Miss Marple qu'au suspect, car il était clair que c'était elle, et non lui, qui les avait convoqués. Miss Marple elle-même était assise tranquillement près de la fenêtre, son tricot sur les genoux. Elle avait tout d'une domestique inoffensive, et pourtant son regard allait d'un visage à l'autre avec une précision sereine.
Elle avait vu de tels rassemblements devant des familles réunies après un scandale, des comités contraints d'entendre des vérités désagréables. Elle connaissait les schémas changeants de culpabilité et de peur. « Mes chers amis, » commença-t-elle doucement, sa voix plus grave que sa douceur ne le laissait entendre. « J'ai pensé qu'il serait sage que nous parlions tous ensemble. Tant de choses ont été dites dans les coins et à huis clos. Les secrets prospèrent dans l'obscurité, vous savez, et il vaut mieux laisser entrer un peu de lumière. » Un murmure parcourt le groupe. Léonard s'agita, mal à l'aise. Madame Calthorpe baissa les yeux vers le tapis, et Madame Partridge s'agita avec son mouchoir. Seule Sylvia semblait impatiente, ses grands yeux fixés sur Miss Marple, comme si elle souhaitait aussi que les ombres se dissipent. Le sergent Fletcher s'éclaircit la gorge. « Ce que Miss Marple veut dire, c'est que nous devons essayer de démêler cette affaire comme il se doit. Nous avons des preuves sur la plume, le manuscrit manquant, mais le tableau reste flou. Maintenant, je vous demande à chacun d'écouter attentivement et de répondre clairement. » Léonard parla le premier, la voix cassante. « Je l'ai déjà dit, et je le répète, je n'ai joué aucun rôle dans la mort d'Arkwright. Oui, je le détestais. Je détestais ses moqueries, sa cruauté déguisée en esprit. Mais détester un homme n'est pas la même chose que le tuer. »« Tout à fait, » dit gentiment Miss Marple. « Et pourtant, Monsieur Whittaker, votre stylo a été retrouvé près du corps. Un détail gênant, n'est-ce pas? » Son visage rougit. « C'était une erreur, je vous le dis. Je ne serai jamais aussi négligent. » Madame Partridge émit un petit rire sec, vite réprimé. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle balbutia. « Il est possible, n'est-ce pas, que Basil lui-même l'ait laissé tomber. Il empruntait souvent des stylos. J'en ai trouvé un sur son bureau plus d'une fois. » Miss Marple incline la tête. « C'est très intéressant, Madame Partridge. Vous pensez donc que Basil l'a peut-être pris? » ?»« Je ne sais pas, juste qu'il était négligent. » Elle s'essuya le front nerveusement, et Miss Marple vit les yeux de Sylvia se plisser comme si elle se remémorait un détail. Madame Calthorpe, incapable de garder le silence, s'écria « Nous savons tous que Basil posait trop de questions. Il insistait sur des sujets qu'il valait mieux laisser de côté. Si quelqu'un le frappait, ce n'était pas étonnant. Des choses comme, demanda doucement Miss Marple. Mais Madame Calthorpe garda la bouche close et secoua la tête. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Sylvia prit soudain la parole, sa voix brisant le silence tendu. « C'est moi qui l'ai dessiné, vous savez. Cette nuit-là, je n'ai pas compris au début, mais maintenant, je comprends. Il ne lisait pas seulement, il provoquait, et quelqu'un dans ce jardin réagit. » Elle ouvrit son carnet de croquis et le lui tendit. « Tiens, regarde comme cette main serre les feuilles. Ce n'est pas drôle, c'est de la colère. » Le groupe se pencha en avant. L'esquisse était approximative, mais l'énergie du geste était indéniable. Une main crispée sur le manuscrit, la posture de quelqu'un qui s'efforce de se contrôler. Le sergent Fletcher fronça les sourcils. « C'est un détail important, mademoiselle Tran, mais les croquis ne sont pas des preuves. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent doucement lorsqu'elle dit « Peut-être pas devant un tribunal, sergent, mais dans la vie, les gestes en disent souvent plus que les mots. On se trahit, voyez-vous, quand la passion prend le pas sur la prudence. » Le silence qui suivit fut pesant. Léonard serrait les dents sans bruit. Madame Partridge tordait son mouchoir jusqu'à le déchirer et Madame Calthorpe fixait ses chaussures. Chacun était pris au piège du soupçon, chacun refusant de parler. Miss Marple regarda la pièce autour d'elle, l'air serein. « Nous sommes proches de la vérité, maintenant. Très proches. Mais avant que la vérité ne soit pleinement révélée, je pense que nous devons tous réfléchir au prix des secrets, car les secrets, une fois enfouis, ne connaissent jamais de répit. Ils s'alourdissent jusqu'à ce que quelqu'un doive s'en débarrasser, parfois de manière désespérée. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air tandis que l'horloge de la cheminée sonnait l'heure.
Les villageois s'agitaient, mal à l'aise, chacun se demandant qui d'entre eux serait le prochain à se débarrasser de son fardeau. Et Miss Marple, ses aiguilles claquant à nouveau, savait que le temps de la révélation approchait. Le salon du presbytère, où Miss Marple avait rassemblé les suspects, semblait plus pesant après la fin de la réunion. Les conversations étaient étouffées, les visages pâles et l'air chargé de non-dits. Miss Marple, observant depuis sa chaise près de la fenêtre, vit chacun s'éloigner à pas rapides, comme pressé d'échapper au poids du soupçon. Pourtant, la précipitation elle-même pouvait être révélatrice. La culpabilité marchait rarement d'un pas assuré. Cette nuit-là, le village était agité. Les lampes brûlaient plus tard que d'habitude, les rideaux tremblaient, et même les chiens semblaient plus alertes. Le bruit se répandit que le thé de Miss Marple avait perturbé les habitants bien plus que n'importe quel interrogatoire de police. Ce n'était pas ce qu'elle avait révélé, mais ce qu'elle avait sous-entendu. On redoutait ses observations discrètes, car elle avait le don d'atteindre la vérité avec la plus grande légèreté. Le sergent Fletcher vint la voir le lendemain matin, son carnet débordant de notes. Il paraissait las, comme s'il avait passé la nuit à examiner chaque détail. « Il craque, Miss Marple, » dit-il sans détour. Whittaker est de mauvaise humeur. Madame Calthorpe semble sur le point d'avouer quelque chose juste pour se détendre, et Madame Partridge, eh bien, elle est nerveuse comme un lapin pris au piège. Si seulement j'avais quelque chose de solide. Miss Marple leva les yeux de son tricot, l'air serein. Les choses solides, sergent, sont souvent faites de petits fils. Une phrase, un geste, un objet oublié. Vous en avez plus que vous ne le pensez, mais vous n'avez pas encore compris comment tout cela s'articule. Il soupira en se frottant le menton. « Et toi, j'imagine ?» Ses aiguilles claquèrent doucement. « On s'en approche, sergent, mais avant que la vérité puisse être dite, le coupable doit se montrer. La pression le fera éclater. » Cette pression se fit sentir plus tôt que prévu. Plus tard dans la journée, Miss Marple croisa Madame Calthorpe dans le chemin. Ses cheveux, habituellement soignés, étaient en bataille, ses gants dépareillés et son visage rouge. Lorsque Miss Marple la salua gentiment, elle se lança dans une conversation précipitée. « Je ne sais pas ce qu'on dit de moi, Miss Marple, mais je jure que je n'y suis pour rien. » Basil était cruel, oui, cruel dans ses paroles. Il faisait allusion à des confidences que je lui avais faites, des choses Hans qu'il avait promis de ne jamais répéter. Mais un meurtre? Non, je ne pouvais pas. Je ne le ferai pas. La voix de Miss Marple était calme. Personne ne vous a accusé, ma chère. Mais c'est curieux, n'est-ce pas, à quel point nous sommes effrayés lorsque nos secrets tremblent à l'approche de la révélation? Les yeux de Madame Calthorpe se sont remplis de larmes. Il m'a menacé. Il a dit qu'il le mettrait dans son livre, que tout le monde le savait. Mais je l'ai supplié de se taire. Tu dois me croire. Miss Marple lui tapota doucement le bras. Oui, ma chère, je crois que tu as supplié, et peut-être que quelqu'un d'autre a écouté avec moins de patience. Elle laissa la femme tremblante près du portail, le cœur lourd, mais l'esprit encore plus vif. Madame Calthorpe avait un mobile, certes, mais sa peur était trop vive, trop irrépressible. Un coupable ne se confiait pas si facilement. Ce soir-là, une nouvelle agitation survint. Léonard Whittaker fut aperçu à l'auberge, la voix haute, la main frappant la table. « Je ne serai pas le bouc émissaire de ce village, » tonnaque-t-il. « Vous me croyez coupable parce que j'ai osé froncer les sourcils devant un imbécile, parce que je me tiens digne? Je vous le dis, ce n'était pas moi. Cherchez ailleurs si vous avez un peu de bon sens. » Ces paroles résonnèrent dans la salle, mais ce qui retient l'attention de Miss Marple, reprise plus tard par les personnes présentes, est un petit lapsus. Il avait dit « Vous me croyez coupable parce que j'ai osé froncer les sourcils devant un imbécile, parce que je me comporte avec dignité? »
Et puis, plus discrètement, je ne le suivais pas ce soir-là. Personne n'avait suggéré que Léonard avait suivi Basile. Pourtant, Léonard l'avait laissé échapper spontanément. Miss Marple, entendant le récit, le retint soigneusement dans ses pensées. Les dénégations sans accusation étaient souvent les plus révélatrices. Cette même nuit, Sylvia Trent frappa timidement à la maison de Miss Marple. Elle serrait son carnet de croquis, le regard inquiet. « Je l'ai redessiné, » murmura-t-elle. « Le jardin, au moment où il lisait, et cette fois, je le vois clairement. Le bandit ne se contente pas d'agripper les papiers. Il les déchire, comme si quelqu'un avait l'intention de lui arracher le manuscrit sur le champ. » Miss Marple étudie le croquis. Oui, les détails étaient désormais clairs, la tension dans les doigts, la ligne irrégulière du papier déchiré. Et au fond, vaguement, une autre silhouette, dessinée presque inconsciemment par l'œil observateur de Sylvia. Une silhouette à demi tournée, observant avec une concentration intense. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Tu as été d'une aide bien plus précieuse que tu ne le penses, ma chère. Parfois, la vérité se cache dans ce que nous captons sans le vouloir. La mémoire enregistre ce que la conscience oublie. » Tandis que Sylvia partait, Miss Marple était assise seule dans son salon, éclairée par une lampe, son tricot mis de côté. Les fils du puzzle étaient presque terminés. La page manuscrite avec sa ligne menaçante, la plume tombée trop facilement, le croquis qui en révélait plus que ce que l'œil pouvait en attendre, chaque pièce pointait dans la même direction. Mais elle attendait toujours. Demain, pensa-t-elle, le nœud final devait être noué. La main coupable serait révélée, non pas par la seule accusation, mais par son propre besoin désespéré d'être libérée de tout soupçon. Car les coupables, Miss Marple le savait, finissent toujours par se trahir. Il suffisait d'être patient et d'observer. Le lendemain soir, le salon du presbytère redevint le théâtre. La rumeur s'était répandue que mademoiselle Marple souhaitait prendre la parole, et si certains arrivèrent à contre-cœur, aucun n'osa s'absenter. Leonard Whittaker arriva le premier, les épaules crispées, en signe de défi. Madame Partridge suivit, pâle mais déterminée, tandis que Madame Calthorpe serrait son sac à main si fort qu'elle en blanchissait les jointures. Sylvia Trent était assise près de la fenêtre, son carnet de croquis posé sur ses genoux comme un bouclier. Le sergent Fletcher, carnet prêt, se tenait à l'écart, attentif mais silencieux. Miss Marple était assise près du feu, son tricot sur les genoux. Elle ressemblait à s'y méprendre à une vieille dame bienveillante sur le point de discuter des fleurs de la paroisse, et pourtant ses yeux brillaient. Elle attendit que la pièce se calme avant de commencer. « Mes chers amis, » dit-elle doucement, « nous avons tous beaucoup souffert ces derniers jours. Un décès dans un petit village n'est pas une mince affaire, et nous aspirons à une clarification. Je crois que nous sommes maintenant prêts à parler franchement. » Un murmure parcourt la pièce. Léonard poussa un profond soupir. Madame Partridge se tamponna le front et Madame Calthorpe s'agita, mal à l'aise. « Voyez-vous, » poursuivit Miss Marple, « j'ai réfléchi aux petits détails, non pas aux grands motifs ni aux gestes théâtraux, mais aux petites erreurs que les gens commettent. Un stylo tombé là où il ne fallait pas, une page de manuscrit oubliée sous une haie de rosiers, un croquis qui captait plus que l'œil ne le pensait. Ces choses, insignifiantes à elles seules, forment ensemble un motif. » Elle ramassa la feuille déchirée qu'elle avait précieusement conservée. L'encre était tachée, les mots encore crus. On ne peut écrire la vérité sans en payer le prix. Basil Arkwright, dit doucement Miss Marple, ne se contentait pas d'écrire des histoires. Il écrivait des vérités, sur ce village, sur ses habitants. Il recueillait peut-être trop de confidences, et il les utilisait, je le crains, avec mauvaise humeur. C'est pourquoi tant de gens se sentaient mal à l'aise en sa présence, pourquoi tant de gens souhaitaient le réduire au silence. Son regard se posa doucement sur Madame Calthorpe. La femme trembla.
Il m'a menacé, murmura-t-elle. Il a dit qu'il le mettrait dans son livre, mais je vous jure, Miss Marple, je ne l'ai pas fait. Je sais, ma chère, interrompit gentiment Miss Marple, vous ne l'avez pas fait. Vous étiez effrayée, certes, mais vous n'aviez pas la dureté nécessaire pour un tel acte. Votre peur trahissait votre innocence. Madame Calthorpe se laissa retomber, les larmes lui montant aux yeux. Le regard de Miss Marple se porta ensuite sur Léonard Whittaker. « Et vous, monsieur Whittaker, vous vous êtes disputé ouvertement avec Basil, et c'est pour cette seule raison que le village vous a mis au banc des accusés. Mais vous aussi, vous vous êtes trahi, non par culpabilité, mais par indignation. Vous avez nié des faits dont vous n'étiez pas accusé. C'est de l'orgueil, pas de la culpabilité. Et l'orgueil, comme je l'ai souvent observé, peut rendre un homme impoli, mais il ne le rend pas meurtrier. » Léonard laissa échapper un long soupir, ses lèvres se serrant, mais ses yeux brillaient de soulagement. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent une fois avant qu'elle ne reprenne la parole, la voix plus basse. « Non, la vérité est ailleurs. Considérez le stylo plume, trop commodément trouvé à côté du corps, et gravé des initiales de Léonard. Pourtant, Léonard affirme ne jamais l'avoir porté près du bois. C'est curieux, n'est-ce pas? Car qui, sinon quelqu'un qui connaît ses possessions, pourrait songer à l'utiliser contre lui? » Elle tourna son regard vers Madame Partridge. Le mouchoir de la logeuse se tordait furieusement entre ses doigts. « Voyez, vous, Madame Partridge, vous en aviez les moyens. Vous aviez accès à la chambre de Basil, à ses affaires. Vous avez admis qu'il avait emprunté vos stylos. Il n'aurait donc pas été difficile d'en glisser un autre dans ses affaires. Vous avez aussi parlé d'un visiteur nocturne, une silhouette masquée que personne d'autre n'a vue. Mais je pense, ma chère, que ce visiteur n'était autre que vous-même. Vous êtes allé le chercher pour exiger qu'on vous rende ce qu'il avait écrit. » Les lèvres de Madame Partridge s'entr'ouvrirent. Un léger son s'échappe, mais aucun mot ne sort. Miss Marple se pencha légèrement en avant, sa voix toujours douce, presque pleine de pitié. Basil avait écrit quelque chose de dangereux à son sujet, une vérité que vous ne supportiez pas de voir rendue publique, peut-être de l'argent disparu de vos comptes ou une indiscrétion passée qu'il valait mieux enterrer. Quoi qu'il en soit, vous êtes allé le voir ce soir-là, désespéré. Et lorsqu'il a refusé sous ses railleries, peut-être l'avez-vous frappé. Le manuscrit a disparu parce que vous l'avez pris. La plume a été laissée comme un leurre pour éveiller les soupçons sur M. Whittaker. La pièce était silencieuse. Seul le tic-tac de l'horloge résonnait. Le sergent Fletcher se redressa, le visage sévère. « Alors, Madame Partridge ?» Le mouchoir de Madame Partridge lui glissa des doigts. Elle le fixa comme si c'était le seul objet solide de la pièce. Finalement, elle murmura qu'il m'aurait ruiné. Tout ce que j'avais, tout ce pourquoi j'avais travaillé avait disparu. Il rit quand je le supplie. Il rit tardot. Sa voix se transforme en un sanglot. Je ne voulais pas, mais il ne s'arrêtait pas. Le silence qui suivit fut lourd, rompu seulement par le petit halètement de Sylvia. Miss Marple plie soigneusement son tricot. « Je suis désolé, ma chère, vraiment désolé, mais la vérité finit toujours par éclater, même si on essaie de l'enfouir avec soin. » Madame Partridge pleurait doucement dans ses mains, tandis que le sergent Fletcher s'avançait. Miss Marple se rassit, les yeux baissés, le visage serein, mais triste. La tempête avait éclaté, et avec elle, la dernière pièce du puzzle s'était mise en place. Les aveux de Madame Partridge pesèrent lourdement sur Saint. Mary Mead les jours suivants. Une fois que le sergent l'eut emmené, les épaules courbées et le mouchoir froissé dans son poing, le village sembla respirer à l'unisson. Pourtant, le soulagement n'était pas si simple. Un meurtre commis au milieu d'eux, non par un inconnu, mais par une femme qui vivait parmi eux depuis des années, laissait un malaise persistant. Les villageois continuèrent leur course et leur conversation, mais leurs regards se portèrent plus souvent sur le visage de leurs voisins, comme s'ils se demandaient
Quels autres secrets pouvaient se cacher derrière des portes ordinaires? À l'auberge du Sanglier Bleu, les conversations étaient interminables. Madame Price Ridley déclarait qu'elle soupçonnait Madame Partridge depuis le début, bien que personne ne se souvienne qu'elle en ait jamais parlé. Madame Calthorpe parla à voix basse de l'habitude de Basil Arkwright de s'immiscer dans ses affaires personnelles et laissa entendre qu'elle-même avait failli désespérer. Léonard Whittaker était assis, raide, dans un coin, sirotant un verre de cognac, le visage marqué par des rides. Bien que justifié, son orgueil avait été profondément blessé par la promptitude du village à le condamner. On l'aborde en murmurant des excuses, mais ses réponses étaient sèches, et il s'excusa bientôt. Sylvia Tran, quant à elle, était devenue une sorte d'héroïne discrète. Son carnet de croquis, autrefois considéré comme le passe-temps d'une jeune fille fantasque, était désormais perçu comme la clé improbable qui avait révélé l'état d'esprit du meurtrier. Pourtant, Sylvia elle-même n'en tirait pas de gloire. Elle était réservée, pensive, et confia en privé à Miss Marple qu'elle n'avait plus envie de dessiner avant un certain temps. « J'ai l'impression que chaque trait que je trace pourrait révéler quelque chose qu'il valait mieux garder secret, » dit-elle doucement. Miss Marple écoutait avec bienveillance, les mains occupées à tricoter. « Ne laissez pas cela vous détourner de votre don, ma chère. La vérité n'est pas toujours réconfortante, mais elle est nécessaire. Et un regard honnête est rare, même s'il met parfois les gens mal à l'aise. Dans les jardins des cottages, les fleurs s'épanouissaient encore, les abeilles bourdonnaient encore, et la vie reprenait son rythme. Pourtant, ce rythme semblait altéré. Sainte-Marie Mead se rappela que derrière les rideaux de dentelle et les haies taillées, les gens portaient des fardeaux invisibles à l'œil nu. Madame Partridge semblait respectable, fiable, et même bienveillante envers ceux qui la connaissaient comme propriétaire. Rares étaient ceux qui avaient imaginé le désespoir qui l'avait poussé à partir par peur d'être démasqué. Miss Marple repensait à cet après-midi, assise dans son jardin, l'air embaumé de roses et de pois de senteur. Elle avait déjà vu des visages ordinaires cacher des secrets extraordinaires. La nature humaine, songea-t-elle, était à la fois infiniment prévisible et infiniment surprenante. L'orgueil, la peur, la jalousie, le désespoir étaient des motivations aussi vieilles que le monde, mais chaque nouvelle manifestation prenait une forme différente, comme pour lui rappeler que la vie n'en finissait jamais avec ses leçons. Le sergent Fletcher s'arrêta pour la remercier. Il se tenait maladroitement devant son portail, sa casquette à la main. « C'est vous qui avez tout arrangé, Miss Marple. J'aurais peut-être continué à courir après les ombres si vous ne m'aviez pas indiqué le chemin. » Miss Marple sourit faiblement. « Pas de manière directe, sergent. Juste une suggestion. Voyez-vous, dans un village, on entend et on voit tant de petites choses. Une tournure de phrase par-ci, un regard par-là. C'est un peu comme du tricot. Une maille perdue peut paraître insignifiante, mais suivez le modèle suffisamment longtemps, et vous trouverez où elle compte. » Il hocha la tête, l'air encore légèrement perplexe, mais avec une sincère gratitude dans le regard. « Eh bien, le village vous doit des remerciements, et je ne nierai pas que moi aussi. » Après son départ, Miss Marple se remit à tricoter, les pensées vagabondes. Elle ne se réjouissait ni de la solution, ni de la reconnaissance qui s'ensuivrait. Elle n'avait aucun goût pour la gloire. Pour elle, la satisfaction résidait dans la certitude tranquille que la vérité, autrefois cachée, avait été révélée au grand jour. Elle pensa à Madame Partridge, assise maintenant dans une cellule froide, sa vie détruite non pas tant par un coup de main que par le secret et l'orgueil qui l'y avaient poussée. Ce soir-là, les cloches de l'église sonnèrent à travers le village, leur son calme et régulier, comme pour affirmer que la vie continuerait, et elle continuerait. Les gens retournent à leur jardin, à leurs réunions, à leur thé et à leurs gâteaux. Mais, pour un temps, au moins, ils se regardent avec un regard plus perçant,
se rappelant que le danger ne vient parfois pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Miss Marple était assise près de sa fenêtre, tandis que le crépuscule tombait, son tricot posé de côté, le regard pensif. Elle avait vu justice rendue, mais elle n'éprouvait aucun triomphe, seulement une douce tristesse et l'acceptation silencieuse que de telles choses se reproduiraient. La nature humaine, après tout, était le seul mystère qui ne cessait de la surprendre. Et tandis que la dernière lueur disparaissait du ciel, Miss Marple murmura « Oui, ce sont toujours les petites choses, les petits indices, les mots insouciants. Ils vous disent tout ce que vous avez besoin de savoir, si seulement vous avez la patience d'écouter. » Dans la semaine qui suit l'arrestation de Madame Partridge, le village de St. Mary Mead retrouve peu à peu son rythme habituel. Du moins, en apparence. Les chaumières arboraient à nouveau des paniers de fleurs à leurs fenêtres, les enfants couraient dans les ruelles avec des billes et des cerceaux, et les bavardages chez l'épicier se rapportaient à nouveau au prix du beurre et au retard des petits pois d'été. Pourtant, sous cette banalité, subsistait un subtil changement, comme si chaque villageois marchait désormais avec un peu plus de prudence, choisissant ses mots avec plus de prudence. Le meurtre laisse derrière lui sa propre ombre, même lorsque le coupable est connu. La révélation que Madame Partridge, une femme apparemment d'une telle autorité, avait été capable de désespoir et de violence, a davantage perturbé ses voisins que le crime lui-même. Car cela a prouvé ce que Miss Marple avait toujours su en secret. Le mal, ou du moins la folie, pouvait exister dans les milieux les plus ordinaires. Miss Marple, quant à elle, continuait sa vie comme d'habitude, ses aiguilles à tricoter cliquetant, son jardin entretenu avec un soin méticuleux. Mais elle ne pouvait se promener dans le village sans surprendre des bribes de conversation, révélant combien l'affaire avait transformé les mentalités. « J'ai toujours dit qu'elle était trop discrète », remarqua Madame Price Ridley un matin chez le boulanger. « Les plus discrètes sont les plus dangereuses. » Madame Calthorpe répondit en secouant la tête. « Non, non, je crois que c'était l'attention. Elle se tenait si vive, mais on ne sait jamais quelles inquiétudes on cache. » Basil Arkwright était cruel envers elle, la taquinant dans ses secrets. N'importe lequel d'entre nous aurait pu craquer. Miss Marple, debout à proximité avec son panier, n'intervint pas. Elle se contenta d'incliner poliment la tête, même si elle songeait intérieurement que rares étaient ceux qui auraient réagi de cette façon. Il fallait plus que de l'attention, il fallait de la peur et une certaine faiblesse de caractère pour se déchaîner fatalement. Mais elle savait aussi que la peur ne s'expliquait pas facilement à ceux qui n'en avaient jamais goûté la violence. À l'auberge du Sanglier Bleu, Léonard Whittaker était enfin de retour, bien que ses manières soient plus sèches qu'auparavant. Son orgueil resta meurtri par la suspicion qu'il avait endurée. Il accepta les excuses des villageois d'un hochement de tête froid et évitait toute conversation avec Sylvia Trant, dont les croquis s'étaient révélés si révélateurs. Miss Marple percevait son amertume et la plaignait, même si elle savait qu'elle s'estompe avec le temps. Les hommes fiers, de leur dignité, pardonnent rarement rapidement les humiliations publiques. Sylvia, quant à elle, semblait plus calme et plus pensive. Elle portait toujours son carnet de croquis, mais le gardait fermé la plupart du temps. Un après-midi, elle rend visite à Miss Marple, apportant avec elle un petit dessin qu'elle avait terminé. « Ce n'est pas dans le jardin cette fois, » expliqua timidement Sylvia. « C'est toi. » Miss Marple regarda le dessin avec amusement. Il la représente assise dans son fauteuil, tricotant à la main, les yeux rivés au-dessus de ses lunettes. La ressemblance était évidente, mais ce qui toucha le plus Miss Marple fut le détail que Sylvia avait su capter dans son expression. Une vivacité, une lucidité qui trahissait son âge. « C'est très bien, ma chère, » dit-elle chaleureusement. « Tu vois bien plus que la plupart. N'aie pas peur de ton don. Ce n'est pas ce que tu vois qui est dangereux, mais ce que les autres craignent que tu vois.
Les yeux de Sylvia s'illuminèrent, et elle remit le carnet de croquis sous son bras. « Avec vous, ça paraît moins effrayant, Miss Marple. Peut-être que je vais continuer à dessiner, finalement. » Ce soir-là, tandis que la cloche de l'église sonnait dans le village, Miss Marple était assise dans son jardin, son tricot à la main, méditant. Elle pensait à Basil Arkwright, ambitieux, téméraire, indifférent à la souffrance qu'il causait par ses paroles. Elle pensait à Madame Partridge, anéantie par la peur d'être démasquée, et à Léonard Whittaker, presque ruiné par la suspicion. Chacun avait été pris au piège de l'orgueil, de la peur et de la folie. Et à travers tout cela, le village lui-même avait été ébranlé, se rappelant une fois de plus que la nature humaine n'était jamais aussi simple qu'elle le paraissait. À la tombée de la nuit, Madame Bantry s'arrêta devant le portail et lança un appel joyeux. « Jane, tu n'y penses plus, n'est-ce pas? C'est fini maintenant. Ne laissons pas ces choses-là nous décourager. Venez demain. J'organise une petite garden party. Quelque chose de léger et de joyeux nous fera du bien à tous. » Miss Marple sourit gentiment. « Oui, ma chère, les choses légères et gaies sont toujours les bienvenues. Mais il ne faut jamais oublier, sous la gaieté, ce dont les gens sont capables lorsqu'on les presse. Ce ne sont jamais les gardes-parties qui nous révèlent, mais les disputes sous les lampions. » Madame Bantry rit et fit un signe de la main, indifférente, mais les paroles de Miss Marple persistèrent dans l'air du soir. En rentrant, elle déposa soigneusement son tricot dans son panier et regarda une fois de plus le croquis que Sylvia lui avait donné. Elle sourit faiblement, le regard doux. Oui, pensa-t-elle, l'histoire des manuscrits en duel était terminée, mais la leçon demeurait. Les mots avaient du pouvoir, les secrets pesaient lourd, et le moindre détail, qu'il s'agisse d'une plume, d'une page ou d'un geste, pouvait révéler les vérités les plus sombres. Et sur ce, elle s'installa près du feu, ses aiguilles reprenant leur rythme tranquille, contente de laisser le village retrouver sa paix, tout en sachant dans son cœur que la nature humaine, avec toutes ses ombres, n'était jamais vraiment en repos. Les semaines qui suivirent apportèrent un apaisement progressif à Saint. Mary Mead. La vie, comme toujours, reprit son cours habituel. Les cloches de l'église sonnèrent dans la verdure, les commerçants reprirent leurs joyeuses salutations, et le curé prépara ses sermons du dimanche sans mentionner la tragédie qui avait bouleversé sa paroisse. Pourtant, si le village retrouva son calme en apparence, une subtile différence subsista, telle la légère cicatrice laissée par la cicatrisation d'une blessure. À l'auberge du Sanglier Bleu, la conversation revenait au match de cricket et au prix du charbon, mais de temps à autre, quelqu'un baissait la voix et demandait « Vous souvenez-vous de l'affaire Partridge ?» Et un léger malaise parcourait l'assemblée. Certains insistaient encore sur le fait qu'ils l'avaient toujours soupçonné. D'autres murmuraient que personne n'aurait pu imaginer une telle chose de la part d'une femme qui avait pris soin de ses locataires avec tant d'attention. Léonard Whittaker finit par quitter le village, annonçant dans une lettre cinglante à la société littéraire qu'il ne reviendrait pas. Il avait été humilié par le nuage de suspicion, et bien que son nom fût lavé, son orgueil ne résista pas au souvenir de ces semaines. Certains le plaignaient, d'autres le trouvaient trop susceptible, mais Miss Marple comprenait. L'orgueil, elle le savait, était fragile, et une fois brisé, il se réparait rarement entièrement. Sylvia Trant, en revanche, gagnait en assurance. Elle continuait à dessiner, ses traits plus réguliers, son regard plus perçant. Bien que modeste, elle se tenait différemment, comme si elle avait appris que ce qu'elle observait comptait. Elle continuait de solliciter les conseils de Miss Marple, et la vieille dame l'encourageait gentiment. « Il ne faut pas avoir peur de voir, ma chère. C'est un don de remarquer ce que les autres ne voient pas. N'oubliez pas de tempérer ce don par la bienveillance. » Quant à Madame Calthorpe, elle se replia sur elle-même, moins vive qu'auparavant, ses bavardages plus doux et teintés de prudence. Elle participait toujours au goûter, s'inquiétait toujours de broutilles,
mais sa voix n'avait plus la même autorité. Les secrets, songea Miss Marple, lui pesaient lourd, et bien qu'elle n'ait pas été tuée, elle avait appris à quel point la peur peut mener au désastre. Miss Marple, quant à elle, reprend ses occupations habituelles avec un calme et une satisfaction absolue. Elle travaillait dans son jardin, trouvant réconfort dans le cycle régulier de la croissance et de la floraison. Les rosiers, insensibles aux agitations humaines, continuent de fleurir. Un matin, tandis qu'elle taillait leurs tiges, elle pensa à Basil Arkwright, intelligent, téméraire et défait par sa langue acérée. Il s'était trop impliqué dans des affaires qu'il valait mieux laisser de côté, et ce faisant, il avait réveillé le désespoir chez un autre. Elle pensait aussi à Madame Partridge, qui attendait son procès. Miss Marple pensait qu'elle n'avait pas été une femme mauvaise, seulement une femme effrayée. La peur d'être exposée, la honte de perdre sa petite position sociale, cette peur l'avait poussée à la violence. Et pourtant, songea Miss Marple, on ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la pitié, car c'était bien souvent la peur, plutôt que la malveillance, qui menait à la tragédie. Ce soir-là, Madame Bantry lui rend visite, pleine d'énergie comme toujours. « Jane, tu dois me promettre de venir à la fête le mois prochain. Cela fera du bien au village de se souvenir de la gaieté. Trop de ruminations sont mauvaises pour l'âme. » Miss Marple sourit doucement. « Oui, ma chère, une fête sera un vrai spectacle. Les villageois ont besoin de distraction, mais j'ose dire que derrière les banderoles et les gâteaux, la nature humaine reste la même. » Madame Bantry rit, balayant le commentaire. Mais en partant, le sourire de Miss Marple s'efface pour laisser place à une réflexion sereine. Elle savait pertinemment que sous le charme de la vie villageoise se cachaient des centaines de secrets, petits et grands, qui n'attendaient que le moment opportun pour faire surface. Plus tard, alors que le crépuscule s'abattait sur St. Mary Mead, Miss Marple était assise dans son salon, son panier à tricot à ses côtés. La lumière de la lampe projetait une douce lueur sur la pièce, et dehors, les haies murmuraient dans la brise du soir. Elle réfléchissait, comme elle le faisait souvent après de tels événements, aux étranges schémas du comportement humain. L'orgueil, la peur, le secret, le désespoir étaient les fils conducteurs des tragédies. Et pourtant, tout aussi souvent, la bonté, l'honnêteté et le pardon étaient les fils conducteurs qui ressoudent une communauté. L'affaire des manuscrits en duel, pensait-elle, avait démontré une fois de plus que les plus petits détails, une plume, une page, un croquis, pouvaient révéler les plus grandes vérités. On avait été prompt à juger, mais en fin de compte, c'est la patience et l'observation qui avaient permis de découvrir la véritable histoire. Miss Marple posa son tricot, joignit les mains et contempla le feu. « La nature humaine, murmura-t-elle doucement, toujours la même et toujours surprenante. » Dehors, le village s'installa dans sa paix du soir, ignorant que derrière la silhouette silencieuse près du foyer se trouvait l'esprit qui avait une fois de plus démêlé son secret le plus sombre.